said, "No, let me go, let me go." He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead. Dead. Suspect X avec Christian Page et Camille. Radio X. The remains of 25 boys kidnapped and killed by John Gacy over a period of 6 years were found buried in the crawl space of his house. A 26th body was found under the concrete floor of the garage. The 27th under the floorboards in the recreation room. John Wayne Gacy, the most vicious serial killer in American history. So clever. He prides himself on being able to trick people. It's the true story of Lieutenant Joe Kozensax, Did Gacy take Chris back to the house? the one cop who wouldn't give up. He's been getting away with this for a long, long time. Our passionate cop and his dedicated team created a plan that became the FBI's textbook on how to catch a serial killer. His own lawyer is begging us not to let this guy get away. Cat deserves to die. Please, don't hurt me. Say please again. Michael Riding, Margot Kidder, and Brian Dennehy as John Wayne Gacy. To catch a killer. Bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X pour notre Suspect X, notre dernier cas de la saison. Ce n'est pas question de coulrophobie, mais peut-être que ça fait donner des cauchemars à certaines personnes. La peur des clowns, c'est quelque chose de réel. Et ce soir, on parle du Killer Clown. Il a été surnommé comme ça. Pogo le clown également. Ça, c'est sa version gentille quand il était impliqué dans sa communauté. Il est question de notre Suspect X, John Wayne Gacy. Et je ne fais pas cette émission seule depuis le début de l'année. J'ai le plaisir de collaborer avec le maître en personne, M. Christian Page. Allô, Christian. Bonsoir, Camille. J'ai aussi le criminologue avec nous autour de la table, Daniel Carosella. Salut, Dan. Allô, oui, je suis content parce que quand on parle de tueurs en série américains, il y a souvent deux noms qui reviennent. Le premier, c'est Ted Bundy et le deuxième, c'est John Wayne Gacy. Effectivement, puis je savais pas, j'ai fait avant l'émission ma recherche comme quoi il a été listé dans le livre des records Guinness en 2002. C'est celui qui a eu une des plus longues sentences pour un tueur en série. Il y a eu des sentences à vie, 21 sentences à vie consécutives et 12 sentences à mort. Si je me trompe pas, c'est aussi le premier suspect X dont on parle qui se rend au bout de la peine de mort. Tu sais, qui ne va pas mourir ou dans le couloir de la mort ou de d'autres circonstances, que lui va vraiment se faire, désolé, mais clencher en bon français, là. Oui, absolument. Puis c'est drôle parce que tu as mentionné Pogo le clown ou le Killer Clown, alors que Henri, ça m'a toujours fait rire un peu, toujours entre guillemets dans cette émission, mais ça m'a toujours fait un peu rire cette expression-là parce qu'en réalité, tu sais, ce rôle-là de clown n'a pas vraiment un rôle dans le fait qu'il a tué des gens. Là. Tu sais, je veux dire, il n'a pas utilisé son rôle de clown pour attirer des victimes ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelque chose qui était à côté. Pas d'ailleurs très important. Hein. À quelques reprises, il a fait des fêtes d'enfants pour recueillir des fonds, pour soutenir des organismes caritatifs ou encore pour recueillir des fonds pour le Parti démocrate dont il était un ardent défenseur. Mais en dehors de ça, le Pogo le clown ou le Killer Clown, il commettait pas ses crimes habillé en clown, disons ça comme ça. Ça a renforcé quand même l'idée qu'un clown pouvait être meurtrier, faire peur. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a beaucoup joué cette carte-là. Le fait que pour beaucoup de gens, les clowns, c'est un peu effrayant. Oui. On pense par exemple à ça de Stephen King. On exploite cette peur-là du clown. Et c'est sûr que John Wayne Gacy, on dirait, voilà, l'un des pires tueurs en série de l'histoire américaine se déguisait en clown. C'est sûr que ça fait sursauter, même si le fait de s'habiller en clown n'a pas vraiment un lien avec sa carrière criminelle. Non, oui? Non, tout à fait. Puis, je suis content que tu l'évoques parce que ça a toujours été un irritant quand je me suis intéressé au cas de John Wayne Gacy. Tu sais, quand on parle souvent de tueurs en série, on a parlé entre autres de Richard Ramirez, on a parlé de même Jack l'Éventreur. Ça a toujours un lien avec la dynamique délictuelle, mais dans le cas de John Wayne Gacy, tu sais, Pogo le clown, comme tu dis, Christian, c'était un peu anecdotique dans sa vie. Tout à fait. Puis c'est comme si on avait voulu
amplifier ça. Puis il faut dire que Stephen King, à un moment donné, j'avais lu le pourquoi que le personnage de Pennywise était un clown. Puis il avait dit parce que les clowns sont terrifiants. C'est une extrapolation finalement quand tu regardes un clown des traits d'un humain. Mais c'est comme si on s'était servi de ça pour dire voici, là. Tu sais, c'est un peu caricatural pour vrai, là, l'affaire du Killer Clown et tout. Ça m'a toujours irrité. Ouais, ça rend plus terrifiant John Wayne Gacy. Tu sais, en y ajoutant cet élément-là, tu sais, le tueur, le clown tueur. Tu sais. Cela étant dit, dans le cas de John Wayne Gacy, bien souvent, quand on regarde des biographies du personnage, on a souvent tendance à commencer par la fin. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui va faire que John Wayne Gacy va soudainement se trouver dans le collimateur des autorités, c'est à cause de son dernier crime. Tu vas me dire que bien souvent, dans le cas des tueurs en série, le dernier crime est souvent ce qui amène à son arrestation, mais dans le cas de Gacy, c'est vraiment cet élément-là qui va jouer et qui va conduire éventuellement son arrestation. On est le 11 décembre 1978. À ce moment-là, Gacy a déjà une carrière qui se perpétue depuis des années. Là. Son premier meurtre, apparemment, aurait été commis en 1972. Oui, dans les années actives, j'ai vu beaucoup de 72 à 78. Et même un petit peu avant, condamné pour des agressions sexuelles. Fait qu'un background hâtif, je veux dire. Oui, tout à fait raison, Camille, parce que, encore une fois, dans le cas de Gacy, on va voir, puis on l'a souvent évoqué, là, notamment Ramirez et d'autres tueurs, la problématique de ces années 70 et 80, qui était une année assez, et en particulier les années 70, c'est une année qui a été beaucoup marquée par des tueurs en série. Et ce qui fait que les tueurs en série pouvaient mener une longue carrière, entre guillemets, c'est l'absence de collaboration entre les nombreux services de police. Et dans le cas de Gacy, c'est exactement ce qui va se produire. Tu le mentionnes, il a déjà été arrêté dans les années 60, on va revenir là-dessus, pour des agressions sexuelles. Il avait été condamné à 10 ans de prison, d'ailleurs pour sodomie, sur un ami d'un employé d'un poulet frit Kentucky où il travaillait. Bon, et il va faire 18 mois de prison. Ensuite de ça, il va être arrêté. Souvent, quand les registres de la police sont très succincts, c'est-à-dire on va retrouver par exemple une fiche qui dit 1971, Gacy a été interpellé pour trouble sur la voie publique. Ça ne dit pas grand-chose, ce trouble sur la voie publique. En réalité, il a essayé d'agresser un individu ou il y a eu de l'indécence, mais c'est pas mentionné, simplement marqué trouble sur la voie publique. Mais ça peut être bien des choses, trouble sur la voie publique. Et comme il n'y a pas de système informatisé, John Wayne Gacy, on se trouve à Chicago. Et pour avoir enquêté, d'ailleurs, Gacy va jouer dans une zone frontière avec ce qui m'apparaît à moi, puis là je reviens à mes vieux amours, là, mais ce qui m'apparaît à moi comme le crime occulte le plus terrifiant sur lequel j'ai eu à me pencher, c'est les éventreurs de Chicago. Ouais. Je crois qu'on avait fait une émission là-dessus. Et les éventreurs de Chicago, le leader derrière ce quatuor d'assassins, c'est un type qui s'appelait Robin Getch. Et crois-le ou non, Robin Getch a déjà travaillé à l'entreprise domiciliaire de John Wayne Gacy. Ah, ces gens-là ne se reconnaissent pas nécessairement, mais ils se côtoient pareil. Donc, Robin Getch, qui dirigeait on se retrouve dans un environnement assez semblable. Robin Getch, qui avait travaillé peu de temps, mais il avait quand même travaillé avec John Wayne Gacy à la rénovation domiciliaire, va lancer lui-même sa propre compagnie de rénovation domiciliaire. On est quelques années plus tard, on est au début des années 80, et c'est dans cette petite entreprise de rénovation, exactement ce que faisait John Wayne Gacy, peinture, rénovation, entretien, donc on fait ça, et Robin Getch va à l'intérieur de ces groupes de travailleurs, il va sélectionner 3 individus qui vont former avec lui un quatuor d'assassins qui vont agresser, tuer des femmes dans des rituels occultes dans la grande banlieue de Chicago. Donc, on est dans le même environnement et Chicago, quand on connaît l'endroit, c'est une très, très grande ville qui est divisée en différents comtés. Le comté central étant le comté de Cook. D'ailleurs, c'est là où habite John Wayne Gacy, le comté de Cook. Mais ce sont plusieurs services de police. Donc, on a la
la police de Cook County, on a la police de Norwood, on a différents services de police, et tout ça forme le Grand Chicago, et ces gens-là ne partagent aucune information les uns avec les autres, ce qui va permettre à John Wayne Gacy de commettre des crimes dans différents secteurs de la ville. C'est toujours Chicago, mais c'est souvent des services de police différents, et ces services-là, comme ils échangent aucune information, John Wayne Gacy peut se balader comme ça en toute impunité. Ni vu ni connu. Donc, ni vu ni connu. Donc, pour John Wayne Gacy, on est le 11 décembre 1978. Il y a la disparition on est à Des Plaines. Je dis Des Plaines parce que la ville officiellement a été créée avec un nom français, même si du côté des anglophones, ils disent toujours Des Plaines, mais c'est pas Des Plaines, c'est Des Plaines, et la ville avait été fondée originalement par des Français. Okay. Et c'est une banlieue de Chicago, et c'est dans cette banlieue donc que va disparaître Robert Pease. C'est un adolescent de 15 ans, on est le 11 décembre 1978. Il travaille dans une pharmacie. Et il est ouvert à des petits boulots pour arrondir ses fins de mois. Et on sait que le 11 décembre, il dit à des collègues de travail à la pharmacie, il dit, écoute, je dois rencontrer derrière le magasin à l'heure de fermeture, je dois rencontrer un individu qui est connu de la pharmacie où il travaille. Il est d'ailleurs, Gacy est venu faire des devis pour des rénovations. Donc, il connaît les propriétaires, tout le reste. C'est un personnage qu'on a vu souvent au cours des dernières semaines déambuler dans la pharmacie. Et là, apparemment, il aurait proposé un petit boulot à Robert Pease. Et Pease dit, écoute, à la fermeture, il avait comme donné rendez-vous à Gacy à l'arrière du magasin et on ne le reverra plus à ce moment-là. Et la disparition de Robert Pease va déclencher une investigation parce que pour différentes raisons sur lesquelles je reviendrai, il est clair que Robert Pease n'a pas fugué. C'est souvent les années 70, c'était la conclusion première des policiers, de dire « c'est un individu, c'est un jeune, un peu marginal, sans domicile fixe, il a fugué, donc on passe assez rapidement sur l'investigation. » Dans le cas de Robert Pease, il ne cadre pas avec ce profil-là. Et c'est la grosse erreur de John Wayne Gacy. On voit qu'à ce moment-là, je ne sais pas si c'est le fait qu'il a commis des crimes en toute impunité depuis des années, mais c'est une erreur monumentale qu'il fait. Parce que jusqu'à maintenant, les victimes de Gacy étaient toujours des jeunes un peu sans-abri qu'il ramassait au dépôt d'autobus, ou des jeunes qui avaient fugué, qui étaient à la recherche d'un emploi, des jeunes toxicomanes. Il ratissait également du côté des homosexuels. Donc, c'était des... faut toujours se mettre dans la philosophie des années 70, là. C'était un peu des individus de seconde zone, donc des individus qui n'intéressaient pas beaucoup les services de police et dont la disparition n'inquiétait pas grand monde non plus. Donc c'était peut-être la grande raison pour laquelle Gacy a réussi à passer sous le radar pendant tant d'années. Mais Robert Pease ne cadre pas du tout avec ce profil-là et évidemment, ça a déclenché une enquête policière qui va amener à son arrestation. Mais qui est-il, ce John Wayne Gacy? Il faut bien que je donne un peu de viande à Daniel. John Wayne Gacy est né le 17 mars 1942 et tu l'as mentionné, on est arrivé jusqu'au bout dans son cas. Il est décédé par injection létale le 10 mai 1994. Ouais. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de 3. Il est en plein centre. Il avait une sœur aînée et une sœur cadette. Il se faisait beaucoup écœurer aussi. Il était un petit peu bien portant. Puis je pense que son physique qui faisait rigoler. Oui, et son père s'appelle John Stanley Gacy, sa mère Marion Ellen Robinson. La légende voudrait que son père et sa mère l'aient choisi de le nommer John Wayne Gacy parce qu'ils étaient des grands amateurs de western. Et à l'époque, à cette époque, dans les années 30-40, il y avait un acteur qui était en pleine montée et qui va devenir The Duke, John Wayne, l'acteur John Wayne. Okay. Donc, on l'aurait nommé comme ça pour qu'on ait John Wayne Gacy. Quoi qu'il en soit, tu le mentionnes, ses parents sont des immigrés d'origine danoise. Son père est violent et alcoolique, mais je ne veux pas trop insister là-dessus parce que ça m'apparaît très souvent, puis je laisse Daniel avec ça, mais
pour avoir été longtemps dans ce milieu-là, avoir couvert des trucs d'enfants assassins, les tueurs occultes, etc., c'est très souvent, ça m'apparaît souvent une excuse facile. Ah ouais, ben j'avais une maman qui était pas fine, puis un papa qui était pas fin. Puis là, ça devient soudainement l'excuse à tout. Là, tu sais, là. Bon, c'est vrai que les parents, le père de Gacy va se révéler un homme violent et alcoolique, mais bon, il y a plein d'hommes violents et alcooliques aux États-Unis, puis leurs enfants ne deviennent pas tous des tueurs en série, tu sais, surtout pas dans le calibre de John Wayne Gacy. Tu le mentionnes, hein, il est un peu enrobé, il n'est pas très grand non plus, il est souvent l'objet des quolibets de ses petits compagnons de classe. Son père, hein, il cherche continuellement à avoir l'approbation et l'admiration de son père. Hein. Il a une très très bonne relation avec ses frères et sœurs. On n'est pas ici dans le cadre vraiment d'une famille éclatée. On n'a pas ça chez Gacy. Hein? Il a une bonne relation avec sa mère, une très bonne relation avec ses sœurs. Il voit également d'une certaine façon une certaine admiration avec son père. Hein? Quand il est enfant, il cherche continuellement l'approbation de son père, qu'il arrive finalement jamais à obtenir. Hein? Son père le traite toujours un peu de mauviette, grassouillet, etc. Bon, et puis à l'époque, on peut comprendre, hein, se faire traiter de mauviette, puis je vais utiliser le terme, là, on le comprend, on est hors contexte, là, on est dans les années 30, 40, là, 50, là. Tu sais, quand tu te fais traiter de pédale ou de fif, là, tu sais, c'est à l'époque, c'est une insulte qui est inqualifiable. Ouais. Donc, le père passe son temps parce que son fils, il n'est pas comme les autres petits garçons. Hein? Il y a une tendance, par exemple, il aime s'intéresser aux fleurs, à des trucs comme ça, à la peinture. Il va écouter de la musique classique, alors que les gamins, dans les années 50, on écoute Elvis Presley. Tu comprends? Ou début des années 60, c'est les Beatles, mais tu sais, lui, il s'intéresse à la musique classique. Fait que son père le traite de fif, de pédale. Tu sais, puis, évidemment, ça joue sur le caractère. À 9 ans, il va être agressé sexuellement par un voisin, non confirmé, mais c'est un truc que lui va raconter, donc on le tient pour compte, c'est dans son dossier. Et puis, un autre élément qui devient souvent une espèce de défense absolue pour les tueurs en série. À 11 ans, alors qu'il s'amuse dans un parc local, il est frappé à la tête par une balançoire. Et ça va développer un caillot intracérébral, et ce n'est qu'à l'âge de 16 ans, lors d'un scan, qu'on va découvrir la présence du caillot, et des médicaments vont faire que le caillot va se résorber. Mais le fait qu'il a reçu un coup à la tête, on disait souvent dans la littérature sur les tueurs en série, on aime bien souligner cet élément-là. Ah oui, un tel ou un tel a eu un coup à la tête. C'était vrai avec Richard Ramirez, c'était vrai également avec The Son of Sam, David Berkowitz, comme si ça devient un peu une excuse. Ah oui, il a reçu un coup à la tête, donc il est devenu un tueur en série. Bon, quoi qu'il en soit, à 17 ans, il a raté à peu près tous ses examens au high school, donc il n'y a pas de diplôme. Donc sans diplôme en poche, il décide de s'éloigner. Il se rend à Las Vegas où il va se trouver un travail à temps partiel dans un salon funéraire. Okay. Et apparemment, encore une fois, on n'a pas la preuve de ça, mais apparemment, il aurait été surpris à ça donné. Il va se découvrir une passion pour les cadavres. Oh non. Et il aurait été surpris apparemment à avoir des comportements nécrophiles avec les cadavres. Ah, ouais. Donc, il va être... c'est comme tout. Là, j'apprends on ouvre des portes que j'avais jamais ouvertes encore, là, de ce gars-là. Bienvenue, monsieur. Et j'ai un peu imaginé John Wayne Gacy avec sa mop, là. On a un nouveau cadavre au sous-sol. Je vais travailler ce soir. Bon, bref, il va être surpris, il va être renvoyé. Après ça, il va faire quelques petits boulots. Il aime pas Las Vegas et il souhaite rentrer à Chicago. Mais comme il va de petit boulot en petit boulot, la survie à Las Vegas est difficile. Il va lui falloir quand même pratiquement 3 ans avant de réussir à obtenir l'argent nécessaire pour se payer un nouveau billet d'autobus pour rentrer à Chicago. Alors, au moment où il revient à Chicago, il s'inscrit à la Northwest Business College. Et là, il va obtenir un diplôme. On est à ce moment-là en 1963. Donc, il a un diplôme commercial, d'études commerciales en poche. Et pratiquement au même moment, il va faire la rencontre d'une certaine Marilyn Myers. Et ils vont convoler en juste noces en 1964, donc à peu près 1 an après son diplôme en poche. Il faut quand même mentionner que Marilyn Myers, son père à elle, est propriétaire de 3 magasins poulet frit Kentucky qui se trouvent à Waterloo dans l'État voisin de l'Iowa.
Alors, et comme Gacy a ce fameux diplôme en poche, diplôme d'études commerciales, son beau-père lui propose de voir à l'administration d'un des restaurants. Gacy accepte, il déménage avec son épouse et éventuellement, ils vont avoir 2 enfants, un garçon et une fille. Il déménage à Waterloo, il va assumer la gérance d'un restaurant, mais il le fait tellement bien. On ne peut pas se cacher. Hein. Il y a une chose qu'on peut dire de John Wayne Gacy, c'est un besogneux. Il travaille, puis il travaille de longues heures. Là. C'est pas un fainéant. Donc, il est du matin au soir, il est au restaurant, puis il travaille et tout ça. Et puis, éventuellement, ça va si bien que son beau-père lui confie la gestion des 3 restaurants de Waterloo. Et c'est là que va commencer ses premiers démêlés avec la justice. On l'a mentionné en entrée de jeu. Hein. En 68, il est accusé d'avoir sodomisé un employé. En fait, la réalité, c'est un ami d'un employé. Ce n'est pas un employé, mais un ami d'employé. Il les avait invités à un party, puis finalement, il l'a agressé. Il est condamné à ce moment-là à 10 ans de prison. Bon, c'est assez sordide parce qu'au moment où le jeune porte plainte contre Gacy, Gacy va essayer d'engager quelqu'un pour tuer le jeune, hein, et éventuellement le soi-disant tueur à gages qui est un autre jeune à qui Gacy a promis comme 200$. Finalement, il enlève la victime et puis il veut essayer de lui donner une bonne raclée, mais ça se tourne contre lui. C'est finalement la victime qui donne une raclée à la brute qui a été payée par Gacy. Avec une gradation, c'est ça. Au début, il a voulu faire la job par quelqu'un. Oui, là, il se fait arrêter. Et là, évidemment, cet agresseur-là, l'agresseur de l'agressé, hein, finalement, se fait arrêter. Et là, il va dire, moi, j'ai été payé par John Wayne Gacy pour battre ce petit garçon-là, cet adolescent-là, pour qu'il retire sa plainte. Fait que finalement, il y a une première évaluation. Ici, on a un premier drapeau rouge, hein, parce qu'il y a une première évaluation qui se fait sur Gacy. Et le premier rapport mentionne bien que Gacy a un tempérament sociopathe. Il n'y a aucun remords pour ce qu'il fait. Et on mentionne notamment qu'il a des tendances homosexuelles que, évidemment, Gacy va nier toute son existence, hein, même jusqu'à son dernier souffle. Et lui, il considère qu'avoir des relations homosexuelles, s'il n'y a pas de lien, hein, s'il n'y a pas un lien affectif, c'est pas une relation homosexuelle. Pour lui, c'est du sexe. C'est du sexe. Et je l'ai entendu à un moment donné dans une entrevue, il compare à ça, il dit est-ce que, si on se masturbe, est-ce qu'on a une relation sexuelle avec notre main? Non. C'est simplement pour se satisfaire. Ouais. Donc, lui, il voyait les jeunes hommes comme étant des mains pour se satisfaire. Tu vois un peu le genre, donc il se dissocie de ça. Il ne veut pas accepter son homosexualité. Dans ce cas-là, c'est une bisexualité, mais il ne veut pas admettre ça. Donc, pour lui, c'est comme quelque chose de différent. Bref, en dépit de ce rapport-là, qui est quand même assez inquiétant, Gacy va plaider coupable. Et quand il plaide coupable, ça veut dire qu'il n'y a pas de procès. Ici, il n'y a pas de procès, tous ces éléments-là ne sortent pas au grand jour. Tu comprends? Tout ça va finalement demeurer un peu secret. Il plaide coupable. Il est condamné pour sodomie, donc à 10 ans de prison. En fait, la peine officielle, c'est entre 10 ans et la perpétuité. Ah ouais? Mais, ça peut paraître étrange, mais en 1968, on niaisait pas avec la sodomie. Hey, tu peux avoir une peine quasiment à vie. Ben oui. Oui. Et, autre mœurs. Ouais. Mais bon, généralement, ça, c'était ce qui était écrit dans les livres de loi. Hein. La peine officielle, c'est de 10 ans à la perpétuité. Mais généralement, il y avait de plus en plus un assouplissement des règles. Et généralement, après 18 mois, tu étais libéré si tu te comportais correctement dans le système carcéral. Et Gacy se comporte très bien. Hein. Il s'inclut dans la population carcérale. Il fait des petits boulots. Il est respecté. Donc 18 mois plus tard, il est à nouveau libéré. Évidemment, durant le temps où il est en prison, avec ses révélations, ses accusations, il a beau essayer de se justifier auprès de son épouse, mais ça ne fonctionne pas. Donc, le divorce est prononcé en 1969. D'ailleurs, il ne reverra jamais ses enfants. Hein. Quand sa femme le quitte, elle le quitte avec ses enfants. Et elle lui dit qu'il ne reverra jamais ses enfants. Et effectivement, on sait qu'avec ce qui va se produire au cours des années suivantes, il n'y aura jamais aucun contact entre lui et ses enfants. Okay. Qui plus est, quand tu apprends que tu es le fils ou la fille de John Wayne Gacy, tu n'as pas envie de renouer des liens avec ton paternel. T'sais.
Et à ce moment-là, donc, après sa sortie de prison, il va se retrouver chez sa mère qui, éventuellement, sa mère et ses sœurs vont, entre-temps, oui, je peux mentionner que pendant qu'il est à l'hôpital, en prison, son père va décéder. Et ça, c'est quelque chose qui va toujours un peu avoir une incidence sur lui. Il va toujours considérer qu'il aurait dû faire plus pour avoir une relation meilleure en père-fils. Donc, il va développer une forme de culpabilité là-dessus. Donc, il s'était éloigné de son père, il n'a pas tenté de renouer avec lui, et finalement, son père décède alors qu'il est en prison. Donc, au moment où il est libéré, il retourne vivre chez sa mère, veuve, qui était à ce moment-là, et ses sœurs, et ensemble, ils vont mettre une petite cagnotte de côté, ils vont acheter une maison. Sœur et mère vont occuper une partie de la maison, lui, il va occuper l'autre côté. Il est situé au 8213 West Somerdale Avenue. On est à Northwood Park, qui est un quartier qui est géré par la police de Cook County. Donc, on voit ici, on a une première gestion policière, mais il y en aura d'autres au cours de l'histoire. Et puis en 71, il est à nouveau accusé d'agression sexuelle, mais encore là, les charges sont abandonnées parce que la victime ne s'est pas présentée au tribunal. Donc, ça ne figure pas officiellement dans le dossier de Gacy. Donc, il réussit encore une fois à passer entre les mailles du filet. En 72, Gacy va faire la rencontre de Carol Orff, qui, elle, a 2 filles. Elle va divorcer et ils vont se marier. Mais les gens qui vont côtoyer Gacy à cette époque, donc début des années 70, diront toujours que la relation entre les deux était un peu étrange. On avait plus souvent l'impression d'une relation qui était une relation d'amitié plus qu'une relation époux-épouse. Là, ouais. Et éventuellement, évidemment, ça va se solder par un divorce parce que Madame Orff va éventuellement trouver dans les effets de son mari, d'abord, il y a l'absence de relations sexuelles qui va s'éterniser. Hein. Les relations sont de moins en moins, sont de plus en plus distancées les unes des autres. Et éventuellement, elle va trouver dans ses effets des magazines d'hommes nus, clairement homosexuels. Et évidemment, quand elle pose la question à John Wayne Gacy, il admet qu'il a une bisexualité, mais il essaie encore de se justifier qu'avoir une relation avec un homme n'est pas de l'homosexualité parce que c'est simplement pour satisfaire un plaisir. Et il a apparemment des incapacités d'obtenir une érection avec une femme. Et donc, est-ce que dans sa tête, il y a pas une capacité, mais une volonté de vouloir changer ça, de dire, mais ça va changer ou je vais me guérir? T'sais, on est à l'époque aussi des thérapies de conversion super populaires. Il n'y a pas vraiment ça. Dans le cas de Wayne Gacy, ce qui va ressortir de cet individu-là, c'est un individu excessivement narcissique, psychopathe et un menteur pathologique. Ça, c'est très important de retenir. C'est un personnage vraiment méprisable. Et puis, à peu près à la même époque, il va fonder le PDM Contractor, qui veut dire peinture, décoration et maintenance. Et pour ce travail, il va principalement engager des jeunes. Il veut leur donner une première chance, hein, des jeunes sans-abri, itinérants, qui cherchent du petit boulot. Pour Gacy, c'est du travail, c'est souvent un travail, il demande un travail non spécialisé. Et en même temps, pour ces jeunes-là, ça leur permet d'avoir un premier emploi, de se faire un peu de sous. Et pour Gacy, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même une main-d'œuvre à bon marché. Donc, et c'est à ce moment-là à peu près qu'apparaît Pogo le clown. OK. donc Gacy est très, très impliqué dans sa communauté. Et c'est probablement aussi une raison pourquoi il passe sous le radar. Hein. Il est très impliqué dans sa communauté. Il est impliqué auprès du Parti démocrate, il est impliqué dans toutes sortes d'organisations caritatives, dont notamment les JCs. Les JCs, c'est un organisme un peu comme qu'on pourrait comparer ici aux Chevaliers de Colomb, par exemple, qui sont impliqués dans plein d'activités ou les clubs caritatives. Oui, ou les clubs Lions. Voilà, c'est un peu la même chose. Et grâce à ça, d'ailleurs, hein, un élément qui revient souvent lorsqu'on voit des biographies de John Wayne Gacy, c'est une photo de lui habillé juste à côté de la femme de Jimmy Carter, qui est Rosalynn Carter, qui était la première dame de l'époque, hein, parce que Jimmy Carter était le président des États-Unis. Donc, on voit qu'il milite, et il milite tellement bien dans le Parti démocrate qu'il est même reconnu. Donc, lors d'une visite de la première dame à Chicago, on l'autorise à prendre une photo de lui et de la première dame. Et cette photo, se glisse bien entre deux photos de lui habillé en clown, parce que c'est l'époque également où il va participer à des fêtes d'enfants ou des fêtes d'hôpital, où il divertit les enfants pour ramasser
des fonds, toujours dans une espèce de vision caritative. Donc, c'est un homme qui est très articulé, un beau parleur. Tu sais, je veux dire, on est loin de... On n'est pas... C'est pas un Charles Manson. Là, il dégage la confiance. Ouais, c'est pas un Ed Gein. Là, on n'est pas dans cet univers-là du tout. Il va commettre son premier meurtre officiellement, là, selon les registres de la police, en 1972. C'est un certain Timothy McCoy, c'est un jeune homme de 18 ans. Il le ramasse sur le débarcadère d'un autobus Greyhound. Donc, ils se promènent un peu en ville, tout ça, et puis éventuellement, il va l'amener chez lui, il va l'assassiner. Et là débute cette fameuse cette séquence de crimes qui va perdurer de 1972 à 1978. Ses victimes, c'est souvent des jeunes, comme je l'ai mentionné, qui travaillent pour lui, des sans domicile fixe, des fugueurs. Vulnérables. Vulnérables. Il les attire chez lui pour toutes sortes de raisons. Il y a une maison, il est seul, venez à la maison, on va faire un party, on va consommer de la bière, consommer du cannabis. Et à travers ça, il utilise souvent la même technique. Donc, il amène ses jeunes à la maison et son truc favori, c'est le truc des menottes. Il dit, en tant que Pogo le clown, il sait faire aussi quelques petits tours de magie. Et il se place des menottes, il se les attache dans le dos et là, il les défait rapidement. On a tous vu des magiciens faire ça, se libérer d'une paire de menottes. Et là, il dit au jeune, il dit, es-tu capable de le faire? T'sais? Puis je vais te montrer après le truc. Fait que là, le jeune se prend avec les menottes. Et une fois qu'il est menotté, à partir du moment où il n'arrive pas à se défaire, il est déjà devenu soudainement une proie facile pour Gacy, qui là, à ce moment-là, va l'agresser, le torturer, le violenter et les assassine à peu près toujours de la même façon. Il leur place une corde autour du cou et avec un bâton, il fait une espèce de garrot, il les étrangle de cette façon-là. Les corps sont ensuite déplacés surtout dans le vide sanitaire qui est sous sa maison. C'est le bout le plus dégueulasse parce qu'il y a eu un documentaire de Netflix en 2022 qui est sorti, puis le bout de la découverte des corps, la majorité est déplacée là. C'est ça. C'est 26 corps qu'on va trouver sous son vide sanitaire. L'odeur, tu t'imagines que les corps en décomposition, ça crée une odeur qui est tout à fait épouvantable. Des voisins vont se plaindre de cette odeur-là. Et chaque fois que c'est abordé, Gacy répond qu'il y a des problèmes avec les égouts, etc., etc. Puis il va étendre de la chaux pour essayer d'étouffer l'odeur. Mais il met toujours ça sur le dos. Il prétexte toujours que c'est un problème d'égout. Il va même à un moment donné demander à des jeunes qui travaillent pour lui de creuser des tranchées dans le vide sanitaire. Puis il leur donne des instructions. Il dit, vous allez creuser là, d'ici au mur là-bas. Pas plus loin. Puis à un moment donné, il surprend un de ces jeunes-là qui a un peu dérivé. Et là, évidemment, s'il dérive, il va découvrir les autres cadavres qui sont enterrés là. Gacy va l'engueuler comme du poisson pourri en lui disant « Non, je t'ai dit de creuser en ligne droite vers le mur là-bas. Creuse pas ni à gauche ni à droite, je t'ai dit tout droit vers le mur. » Donc, éventuellement, c'est 28 cadavres qu'on va retrouver dans le vide sanitaire de Gacy. Et dans le cas de Gacy, puis encore une fois, on va découvrir après coup que dans ces disparitions-là ne sont pas toutes passées inaperçues. Par exemple, en 1975, il y a eu la disparition d'un certain John Botkovic. Et lorsque Botkovic a disparu, ses parents ont contacté la police pour dire que leur fils, c'est vrai, avait un passé de fugueur, mais il gardait quand même quand il quittait la maison, il appelait de temps à autre. Et donc, les parents sont inquiets. Ils vont dire à la police, on a fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de notre fils. Et ils savaient, leur fils leur avait dit qu'il travaillait pour John Wayne Gacy. Et donc, les parents vont dire, vous devriez enquêter sur ce John Wayne Gacy. Mais comme c'est un jeune fugueur, apparemment, il aurait flirté également avec le milieu homosexuel. On passe l'éponge. C'est pas grave, c'est un citoyen de deuxième zone, on passe à autre chose. Et donc, finalement, on arrive à ce 11 décembre 1978 où là, il y a ce jeune Robert Peace qui disparaît. Et là, évidemment, les parents de Pierce vont aller se rapporter. En fait, le même soir, c'est 3 heures plus tard, on n'attend pas, les parents vont immédiatement à la police de Des Plaines signaler la disparition de leur fils. Et là, la police de Des Plaines va ouvrir une enquête parce que le profil ne correspond pas à un fugueur. D'ailleurs, le gamin l'adolescent a disparu le jour même de l'anniversaire de sa mère. Ouais, ce qui n'était pas participé habituel, lui-même. Ouais, et il a préparé avec son père et les amis de la famille, les autres parents, on a préparé une fête surprise. Donc, s'il avait eu envie de fuguer, c'est certainement pas la journée qu'il aurait choisi de fuguer. Donc, on va le soir même, ils vont rapporter la disparition de leur fils. Le lendemain, les policiers vont se rendre chez Gacy parce que
comme il est connu, les gens disent ouais, ben, il devait rencontrer Gacy à l'arrière du magasin. Les policiers vont rencontrer Gacy dès le lendemain. Gacy feint de ne rien savoir de cette histoire-là. Il dit non, je l'ai rencontré, puis bon, merci, bonsoir. Puis au début, même, il feint même de ne pas connaître Robert Peace. Mais quand les policiers le placent devant les évidences, il dit ouais, j'y ai parlé derrière le magasin. Ça me dit quelque chose, c'est ça. Ouais, ça me dit quelque chose. Là, puisque vous me le dites comme ça, j'ai pas le temps de vous parler. Et là, on voit tout le narcissisme de Gacy. Hein. Il est vraiment convaincu qu'il va passer à travers tout. Là. Il dit ben là, j'ai pas le temps de vous parler, j'ai un oncle qui est décédé, puis il faut que je m'occupe des funérailles. Fait que je vais passer plus tard vous voir. Puis éventuellement, les policiers quittent. Hein. C'est à ce moment-là, ils étaient entrés dans la maison, ils auraient trouvé le corps de Robert Peace qui était dans la chambre de Gacy. Donc, durant la journée, Gacy va visiblement se débarrasser du corps de Robert Peace et le soir, il va se présenter au poste de police pour un premier interrogatoire. Il dit, il reprend un peu l'histoire qu'il l'a rencontré derrière le magasin, etc. Il ne pose pas d'objection lorsque les policiers lui disent, on va prendre un mandat, puis on va vérifier la maison chez toi. Donc, effectivement, dès le lendemain, avec un mandat de perquisition, les policiers font le tour de la maison de Gacy. On se comprend bien, là, un mandat de perquisition, contrairement à ce que les gens pensent, là, un mandat de perquisition, là, on va mettre les choses au clair, tu ne peux pas fouiller tout ce que tu veux. Donc, tu ne peux pas arriver et dire, m'a fouillé ton garage, m'a fouillé ton char, m'a fouillé ci. Non, un mandat de perquisition, c'est très limité. Donc, les policiers sont très limités par cette perquisition-là. Ils entrent chez Gacy, font le tour des appartements, la chambre à coucher, la cuisine, le salon, il n'y a rien. On va trouver quelques éléments quand même qu'on va confisquer, des objets qui ne semblent pas appartenir à Gacy. Une bague, par exemple, avec des initiales qui ne sont pas celles de John Wayne Gacy. On va trouver également dans une poubelle un reçu qui vient apparemment de la pharmacie où Gacy est passé. Bon, à ce moment-là, ça ne soulève pas beaucoup d'intérêt. C'est un reçu d'une pharmacie, puis on sait que Gacy était à la pharmacie. Ce n'est que plus tard qu'on va découvrir le lien, mais bref, à ce moment-là, on saisit ces documents-là, et ça ne va pas plus loin. Un des policiers va ouvrir, et là, c'est assez incroyable, un des policiers ouvre la trappe qui mène au vide sanitaire. Oh non! Et quand il l'ouvre, il est frappé par l'odeur de charogne qui s'en dégage. Mais le mandat de perquisition ne permet pas de fouiller le vide sanitaire. Et ensuite de ça, devant l'odeur, Gacy dit « Ouais, ça sent mauvais, hein? Ça, c'est à cause des égouts. » Et le policier va dire que quand il a regardé, il a quand même jeté un coup d'œil avec une lampe torche, il dit en dessous, là, le sol était parfaitement nivelé. Tu sais, s'il avait, parce qu'à ce moment-là, on ne cherche pas 25 cadavres, on recherche Robert Peace. Il faut bien garder ça en tête, là. On cherche un seul et unique individu. Et le policier dit, quand j'ai regardé dans le vide sanitaire, s'il avait assassiné, parce que c'est une courte période, c'est 24 heures, 36 heures qui se sont écoulées depuis la disparition de Robert Peace. Il dit, en regardant en dessous, s'il avait tué un Robert Peace, on ne sentirait pas son corps. Hein, il n'y aurait pas cette odeur de charogne. Donc, on n'a pas fait le lien. Et ensuite de ça, on aurait vu quelque part la terre qui avait été bougée. Hein, ouais, on a un petit monticule ou quelque chose. Mais il n'y a rien de ça. Quand il regarde, il dit, il y a cette odeur tout à fait épouvantable. Et tout le sol du vide sanitaire est parfaitement nivelé. Rien qui indique qu'on y a creusé récemment, là. Donc, on referme la trappe du vide sanitaire et merci, bonsoir. Mais très rapidement, et là je fais quand même assez vite parce que le temps file, mais très rapidement, les policiers vont faire analyser par exemple le reçu de la pharmacie qui va se révéler être le ticket d'une enveloppe. Hein. Dans les années 70, on avait des appareils photo argentiques. Oui. On allait porter nos films à la pharmacie pour les faire développer. Or, le ticket en question est un film qu'une copine de Robert Peace a donné au laboratoire, et comme elle devait sortir à l'extérieur pour fumer une cigarette, puis en décembre, hein, on le comprend, il disparaît le 11 décembre, comme il faisait froid, elle a demandé à Robert Peace d'emprunter son manteau. Fait qu'elle a pris le manteau, et elle avait le papier dans sa main, et elle l'a mis dans la poche du manteau de Robert Peace. Donc, comment le ticket du développement d'un film que la copine de Robert Peace à la pharmacie, a mis dans la poche du manteau de Robert Peace, peut-il se retrouver dans la poubelle chez John Wayne Gacy? Il y a forcément quelque chose. Et grâce à cet élément-là en particulier, les policiers vont obtenir un deuxième mandat de perquisition, cette fois-là avec autorisation de fouiller le vide sanitaire. Et le reste de l'histoire, on la connaît. On va trouver sous la maison de Gacy 26 corps. Ensuite,
Eux sont sous le vide sanitaire, 2 autres autour de la maison, et puis un autre sous le garage, pour un total de finalement 29 corps trouvés chez Gacy. Et on va éventuellement en trouver 4 autres qui ont été jetés éventuellement dans la rivière des Plaines, parce que, bon, apparemment, Gacy manquait d'espace pour se débarrasser des corps. Toutes des victimes âgées d'entre 14 et 21 ans. Et j'arrive à ma petite histoire que je vais raconter très vite parce qu'on va avoir les commentaires de Daniel. Mais, en 1900, l'affaire de Gacy, en 92, va être adaptée à la télévision dans un En fait, c'est une mini-série de 2 épisodes de 2 heures. Et c'est un film qui s'appelle To Catch a Killer. Et ça met en vedette Brian Dennehy, qui joue le rôle de John Wayne Gacy. Et dans ce film, donc moi je regarde ça en 92, le film, et là, à un moment donné, on voit l'enquête à travers les yeux de l'enquêteur principal qui s'appelle Joseph Kozenczak. Et durant le film, on voit Kozenczak qui prend un appareil photo, va le porter à une médium. La médium commence à manipuler l'appareil photo et elle donne plein d'informations à Kozenczak. Puis elle lui dit, vous cherchez un corps, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. C'est des dizaines de corps. L'individu travaille dans le milieu de la construction. Il y a une camionnette. Elle donne plein d'informations très qualitatives. C'est ce qu'on voit dans le film. Alors, évidemment, moi, je n'ai pas fait ni un ni deux. J'ai dit, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? C'est une signature cinématique. Tu sais, fait que j'ai dit, écoute. Parce que tu es très critique sur les films qui reprennent des histoires vraies, Christian. Voilà, là, j'ai dit, écoute. On m'a dit, comme Jean-Luc Mongrain, on va y parler, nous autres. On va l'appeler. C'est exactement ce que j'ai appelé. J'ai appelé Joseph Kozenczak. Donc, j'appelle la police de Des Plaines. J'apprends que Kozenczak n'est plus le chef de la police. Il a ouvert une firme d'investigation privée. Je réussis à le rejoindre. Et là, un homme tout à fait sympathique. Et je lui parle de ça, ce truc-là. Et là, il me confirme que l'affaire du médium, c'est vrai. Mais là, la version du film est un peu changée par rapport à la vraie histoire. Il me raconte une affaire assez incroyable. Il me dit, écoute, il dit, alors, Gacy est arrêté à ce moment-là, il est en prison, on a trouvé les corps dans sa maison, mais on ne retrouve pas le corps de Robert Peast. Et là, ça devient lancinant. Et les parents de Robert Peast, évidemment, appellent au poste tous les jours pour avez-vous retrouvé mon fils, avez-vous retrouvé mon fils? On comprend. Les parents n'ont peu d'espoir ici. Gacy a avoué le meurtre, mais on veut quand même trouver le corps. Et là, à ce moment-là, les parents de Robert Peast vont lire un article dans la sélection du Reader's Digest qui concerne une voyante du New Jersey qui s'appelle Dorothy Allison. Et dans l'article du sélection du Reader's Digest, on raconte que Dorothy Allison est une voyante, qu'elle aurait collaboré avec les forces de l'ordre et elle aurait permis de retrouver des personnes disparues. Alors, les parents de Robert Peast demandent à Kozenczak, est-ce que vous accepteriez de travailler avec une médium? Et Kozenczak répond qu'il comprend, là, il est en prison. C'est pas tellement son truc, les médiums, mais bon, on est devant des parents éplorés, on est devant un drame, des dizaines de cadavres sous une maison, ils veulent retrouver leur fils. Kozenczak répond et dit, écoutez, je suis pas fermé à cette idée-là, mais à condition que ça ne coûte pas un sou au service de police. On veut pas investir là-dedans. Les parents de Robert Peast acceptent de payer l'entièreté de la visite de Dorothy Allison. Okay. Donc, Dorothy Allison, à l'invitation de la famille de Robert Peast, prend l'avion du New Jersey, arrive à l'aéroport O'Hare de Chicago, où Kozenczak s'était offert d'aller la chercher. Et là, à ce moment-là, on est quelque part là, en fin février, début mars. On a trouvé les corps sous la maison de Gacy, tout ça. On n'a pas trouvé le corps de Robert Peast. Et John Wayne Gacy refuse de dire où il l'a jeté ou comment il s'en est débarrassé. Il parle à un moment donné qu'il y a une vision d'un corps jeté d'une rivière. Mais c'est pas précis. Finalement, Kozenczak va chercher Dorothy Allison. Et là, il me raconte une histoire incroyable. Il dit, Dorothy Allison, c'est une femme un peu étrange. Il dit, il apprend, il la fait monter dans sa voiture. Et là, il dit, bon, on commence à se promener. Là, tout d'un coup, elle me dit, arrête ici. Puis là, j'arrête. Puis là, elle sort de la voiture, elle marche, elle fait 3 ou 4 fois le tour de la voiture. Puis là, elle me dit, le corps de Robert Peast, là, elle dit, je sens de l'essence, il y a de l'essence, là. Puis là, il dit plein d'affaires, que l'assassin conduit une camionnette. Mais il dit, ça, c'était des éléments qu'on avait quand même évoqués dans la presse. Là. Gacy est sous les verrous à ce moment-là. Donc, il y a plein d'éléments. Elle me raconte ça, je me dis, ouais, c'est des éléments qu'elle a pu lire dans le journal. Et tout d'un coup, elle me dit, de but en blanc, elle me dit, est-ce que le mot Evergreen vous dit quelque chose? Elle a dit, moi, Evergreen, ça ne me disait absolument rien. Je dis, non, pas du tout. Elle dit, OK, parfait. Elle remonte dans sa voiture. Et là, pendant 2 jours, elle reste à Des Plaines. Et au moment où il la retourne à l'aéroport,
elle lui fait la grande révélation. Et je t'ai extrait un petit bout de l'entrevue que j'avais fait avec Cousin Zack. Ça dure 2 minutes. C'est en anglais. Je traduirai après. Mais voici l'élément choc de Dorothy Allison avec Joseph Cousin Zack. The next day, now she had been in Chicago with me for a week looking for the boy's body. Okay. I worked with her every day. She was taken back to the airport, and we were waiting for the time for her to board her airplane. And she turned to me as she was getting ready to board the airplane, and she said, "Joe, write this down. This is going to be important for you." She said, "You're going to find that boy's body on April 9th. So I wrote it down on a little piece of paper. Okay, April 9th. April 9th, yeah, 1979. She told me this in March of 1979. So I took the piece of paper, put it in my notes, and generally forgot about it. I had placed it in the desk in my office. And weeks went by. The telephone rang in my office, and at that exact time I was talking to another prosecutor who was sitting in my office with me, discussing some points in the case. And the telephone rang, and it was a sheriff's department from the area where the bridge was located at. And the sheriff's deputy told me that he suggested I come drive down to that area because a worker in that area had seen a body along the banks of the river. And he thought possibly it could be the boy we were looking for. Okay. So I hung up the phone, and right in front of me on my desk was a desk calendar. Okay. And I looked at the date, and it was April 9th. Okay. So I opened my desk drawer with this little note paper and picked it up. I was so excited I was overwhelmed, and I took this piece of paper and I showed it to the prosecutor. And I said, "Jesus, look at this." I said, "Here, I wrote this down back in March, and this lady told me April 9th. Today's April 9th, and now we get this telephone call that they found the kid's body down in the river." So we drove down to the sheriff's jurisdiction, and it was, in fact, the boy that I was looking for. Quite impressive. Yeah. Very, for me. And the other lady... Un mois auparavant, la médium avait calé la shot pour le 9 avril 1979. Oui, puis j'allais continuer l'entrevue, là, il me dit également, il dit, quand il est arrivé sur place, il dit, il y avait comme de la construction, donc on ne pouvait pas aller directement à l'endroit où les policiers de Cook County avaient trouvé le cadavre de Robert Peace, mais il dit, il a fallu faire un détour et traverser un cimetière. Tu auras bien compris, le cimetière s'appelait Evergreen. Il dit, quand je suis arrivé de l'autre côté du cimetière, il y avait les policiers de Cook County qui étaient là, et la première chose qui m'a frappé quand on a sorti le corps de Robert Peace, c'est de l'autre côté, il y avait les usines de la Exxon qui étaient là et qui faisaient que ça sentait l'essence. Comme l'avait dit Dorothy Allison. Ah, c'est fascinant, ça. Donc, lui, il a été très marqué par cette performance et je suis content de la voir. Là, on vient d'entendre vraiment la voix de Joseph Cousin Zack, celui qui a arrêté John Wayne Gacy. Il y a même le cas impressionnant de t'entendre, toi, Christian, en version bande magnétique. Version bande magnétique 1990. C'est hot! Mais bon, je voulais prendre 2 minutes pour raconter ça parce que c'est quand même incroyable que ce petit rôle-là. Et dans le film To Catch a Killer, c'est Margot Kidder qui jouait le rôle de la médium. On ne lui donne pas le nom de Dorothy Allison, mais bon, on comprend que c'était un peu le rôle qu'elle incarnait. Margot Kidder, qui pour les gens qui ignorent qui elle est, elle a surtout été connue dans les années 80 pour le rôle de Lois Lane dans les films Superman qui mettent en vedette Christopher Reeves. Donc, le regretté Christopher Reeves. Donc, tout ça pour dire que dans le cas de John Wayne Gacy, on a une histoire parallèle de médium qui est tout à fait extraordinaire. Cela étant dit, on l'a mentionné, Gacy va avoir le procès, il est condamné à mort et il va être exécuté le 10 mai 1994. Et crois-le ou non, durant les périodes où il a été derrière les barreaux, dans les derniers mois, les
les dernières années de sa vie, il a essayé de réécrire l'histoire. Là, il n'était plus du tout le coupable. C'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre qui avait tué à sa place. Lui, il avait été... au début, il dit que j'étais impliqué dans 2 des crimes. Pas toutes, mais 2 des crimes. Puis à la toute fin, il est même plus impliqué dans rien du tout, là. Donc, c'est un individu qui raconte vraiment n'importe quoi. Et ce qui fait de lui, sans aucun doute, l'un des personnages les plus méprisables du 20e siècle. Et on raconte que son dernier mot, quand on l'a exécuté, quoique c'est pas partagé par tous les gens qui étaient dans la pièce, mais apparemment, il aurait dit au bourreau, et je le cite, « Baise-moi le cul ». Ah! Yep. Fait que, oui. sur ce, Daniel, à toi! Oui, j'en avais fait mention sur le Spacecast d'ailleurs, sur les dernières paroles de criminels, et c'était mon topper. Seigneur. C'est un cas complexe, John Wayne Gacy. J'avais déjà écrit sur lui et je suis retombé sur mon article. Il date quand même d'il y a 12 ans. Donc, mon Dieu, je me rends compte que j'écris mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Ceci étant dit, il y a plusieurs choses et je vais essayer de faire ça rapidement parce qu'on n'aura pas assez de temps pour vraiment... On défonce à soir. Oui, c'est notre dernière. On défonce. Ah, d'accord. On défonce. Bon, allons-y d'abord. Je voulais juste revenir rapidement, effectivement, sur l'enfant. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais son père était vraiment un noble. Tu sais, Christa, tu l'as dit, si John Wayne Gacy était méprisable, son père l'était encore plus. Tu sais, John Wayne Gacy avait une santé qui était très fragile. Donc, au-delà du fait que son père le dénigrait, il a été hospitalisé à plusieurs reprises à cause d'ennuis de santé. Et son père est allé jusqu'à dire au corps médical, sortez-le de là, il joue la comédie, il fake, c'est pas vrai. Fait que on voit un petit peu l'espèce de mépris qu'il avait envers son propre fils. Au niveau de l'identité sexuelle, évidemment, ça a été écorché, entre autres en raison de certaines agressions. Et chez John Wayne Gacy, et ça c'est ma propre théorie, OK, c'est pas quelque chose que j'ai vu évoquer un petit peu partout, là, et Dieu seul sait qu'il y en a des experts qui se sont penchés sur ce cas-là, mais j'ai toujours vu chez cette personne-là un frustré. Un gars qui était excessivement en colère, probablement en raison d'une homosexualité qu'il n'acceptait pas. Je comprends l'aspect de « ouais, mais tu sais, c'est une relation sexuelle avec d'autres gars, il n'y a pas vraiment d'attachement. » Mais j'ai toujours vu, et d'ailleurs, c'est un petit peu sa marque de commerce, entre guillemets, au niveau des meurtres, c'est que c'était pas juste de tuer, c'était avant de torturer. Et plus les crimes avançaient, plus les meurtres avançaient. Et ça, on a vu ça, entre autres, sur les marques qu'il y avait sur certains corps quand ils n'étaient pas complètement décomposés. On voyait de plus en plus de marques de torture. Et ça, ce que ça me démontre, c'est que plus ça avançait, plus Gacy laissait libre cours à sa colère, à sa frustration envers 2 choses au niveau de l'homosexualité. Probablement une homosexualité qu'il lui-même n'acceptait pas. On était à une époque, c'était pas comme aujourd'hui, là. C'était pas bien vu être homosexuel, comme tu l'as mentionné. Avec les nouvelles politiques de Donald Trump, on est en train de reculer, là. Ouais. Ah, c'est clair. Ça, je te l'accorde. Mais, tu sais, à cette époque-là, pour vrai, je veux dire, d'autant plus que c'était quand même un personnage qui était public, politique, beaucoup impliqué avec les démocrates. Si ça s'était su qu'il était en plus homosexuel, c'était pas bien vu. Gacy a toujours voulu vivre l'espèce d'American Dream avec la petite maison, la petite clôture, le petit chien puis la femme. La famille nucléaire qu'on appelait à l'époque, oui. Exactement, le modèle finalement. Mais d'ailleurs, ce que tu mentionnes, Dan, il était très impliqué dans ce groupe un peu qu'on a, les Joycey, là, qu'on appelait un peu comme le Club Lion ou les Chevaliers de Colomb, là, très impliqué dans des activités caritatives. Et il n'a jamais obtenu la présidence, justement parce qu'il y avait des rumeurs à propos de sa possible homosexualité. Quand il travaillait dans les restaurants les poulets frits Kentucky, certains employés avaient dit quand c'est des employés garçons, il est un peu racoleur aussi. Il y avait des rumeurs qui circulaient et ça lui a toujours empêché de pouvoir accéder à la présidence du Club Joycey. Mais imagine, quand t'as un frein comme ça, t'en es conscient, là, veux pas. Fait que
veux pas, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on choisit, là. Tu choisis pas d'être homosexuel. C'est comme ça. Tu as une attirance envers les personnes du même sexe que toi, mais ça n'empêche qu'il devait ressentir une énorme frustration. Lui, dans le fond, il devait se dire, je le sais que j'ai une attirance envers les hommes, mais ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Et ça, j'ai l'impression que ça s'est transposé au niveau des meurtres. L'autre chose, c'est le symbole de l'homosexualité. Quand il kidnappait, torturait, puis tuait des jeunes hommes, il s'en prenait aussi à l'image des homosexuels. Les jeunes hommes, autant ils étaient attirés, autant ils devaient les dégoûter aussi. Ça devait les écœurer. Donc, il s'en prenait à comme deux symboles de son homosexualité refoulée en même temps. Et ça peut expliquer pourquoi il y avait de plus en plus de torture, pourquoi il aimait carrément ça, les voir s'étouffer. On parle de crimes qui sont assez sordides, là. Tu l'as mentionné, Christian. Lui, il prenait une corde puis il les étouffait. Et ils ont entre autres retrouvé aussi chez Gacy une espèce de croix avec des cordes où justement il les faisait suffoquer. Donc, c'est des crimes qui sont extrêmement violents. Et je pense qu'une de ces parties-là, c'est justement cette espèce d'expulsion-là, de colère et due à l'homosexualité. Ouais. Exactement. Freud aurait dit que c'est des névroses. Là. Mais les crimes également, tels qu'on décrit en la mise à mort, elle est également intime. Hein, c'est pas comme tirer avec un coup de feu. Hein. Il tient sa victime dans ses mains et elle meurt entre ses mains. Là. Il la sent mourir. Là. Il y a un élément très intimiste là, entre lui et sa victime. Là. Il y a un élément, en fait, de perversité là-dedans. Vraiment. Tu sais, une espèce de... J'ai jamais eu vraiment le contrôle sur ma vie, sur ce qui je suis. Gacy, c'est quelqu'un, en fait, qui était probablement avec... tu sais, le narcissisme cache souvent le fait qu'on a une pauvre estime de soi-même. Et là, dans ces conditions-là, à voir la victime suffoquer comme ça, quelle plus grande jouissance que de dire... Là, maintenant, j'ai le pouvoir sur la vie et la mort de la personne qui est en avant de moi. Donc, ça devait lui amener vraiment un sentiment de toute puissance dans ces conditions-là. Il faut dire aussi que Gacy, il a été énormément évalué. Il a été évalué par plusieurs psychiatres et psychologues. Et il y a différents diagnostics qui ont été émis à son endroit. Sociopathe en est un. Ouais, c'est... Puis, attends. Je m'en viens à un diagnostic qui a plus ou moins de sens. Parce qu'on... Sociopathe. Trouble de personnalité limite. Il y a même des psychiatres qui ont évoqué qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde. Sauf que Gacy n'était pas sous l'effet, par exemple, de voix mandatoire, donc ce diagnostic-là ne tient pas. Il n'était pas atteint de schizophrénie. N'empêche que, en fait, si je reprends l'analyse que j'en avais faite, c'est que au niveau de la schizophrénie, Gacy a essayé de jouer la carte de la folie en disant « c'était pas moi, j'étais aliéné, c'est la folie, blablabla. » Sauf que quand tu regardes son modus operandi, tu regardes aussi à quel point il était conscient et à quel point il s'était préparé ces choses. Je veux dire, c'était pas sous un coup de folie, c'était pas sous un coup de l'impulsion, tout était préparé méticuleusement. Et en plus, il y avait une excuse pour tout ce qui se passait. À un certain moment donné, Gacy a même évoqué que c'était de la faute des victimes. C'était victimes qui lui demandaient de les agresser et même de les tuer. Gacy avait évoqué que ça faisait partie des fantasmes, en fait, de certaines victimes. Donc, on voit à quel point sa pensée était poussée et qu'on est très, très loin de quelqu'un qui était, entre guillemets, fou. Non, il y a de la lucidité dans le discours pour quelqu'un qui a une aussi grosse liste de maladies mentales. Là. Tout à fait. Puis durant le procès, en fait, au niveau des meurtres, parce que là, je vous ai dit, tu sais, il y avait probablement un élément de colère refoulé par rapport à cette homosexualité-là qu'il n'acceptait pas. Mais il y a une psychiatre en cours qui a dit, vous savez, et ça donne assez froid dans le dos, John Wayne Gacy était devenu au meurtre comme un drogué devient accro aux substances qu'il consomme. Ça, c'est ses paroles à la psychiatre. Donc, c'est pour dire à quel point c'était devenu quelque chose de limite, peut-être pas banal, mais quelque chose qui faisait un petit peu partie de sa vie, le meurtre, et il en était devenu accro. Dernier élément qui m'a frappé, dans le cas de John Wayne Gacy, c'était à quel point la prison était un environnement qui lui plaisait. Il fonctionnait très bien à l'intérieur des murs. En fait, c'était ordonné,
C'était précis, c'était prévisible. Et ça l'a amené certains spécialistes à se demander si John Wayne Gacy, finalement, il s'accorde un petit peu avec la personnalité antisociale, sociopathe, c'est-à-dire à quel point il devait être anxieux dans la vie de tous les jours, où il n'y avait pas le contrôle sur lui-même. Quand tu es en prison, tout est tellement ordonné, on te dit vraiment où aller, quoi faire, à la limite à quelle heure aller faire tes besoins. Et ça, pour certaines personnes, comme entre autres John Wayne Gacy, ça devient sécurisant. Ouais, c'est fou, Et c'est ça veut pour dire que de ne plus s'appartenir, ça lui plaisait. Oui, tout à fait. C'est comme si, en fait, maintenant, on me dit quoi faire et je rentre dans ce cadre-là. C'était pas un détenu qui était problématique, c'était vraiment un détenu qui se plaisait dans la vie carcérale, dans une vie très, très ordonnée comme celle-là. Donc, ça m'avait marqué cet élément-là parce que ça démontre en fait à quel point en société c'était un danger parce que lui-même devait avoir de la difficulté à se contrôler, à se retrouver, à trouver même ses repères en société. Ça devait être excessivement anxiogène pour lui. Et c'est ce qui fait en sorte, et là j'extrapole un petit peu, que la sortie de prison de certains détenus qui sont bien dans ce milieu-là où tout est ordonné et où tout leur est dicté, ça peut devenir un moment critique au niveau de la récidive. Dans le cas de John Wayne Gacy, on oublie ça, là, il ne serait jamais sorti de prison, même s'il n'avait pas été condamné à mort. Les crimes sont trop importants. Mais dans le cas de certains détenus, on voit ça. Le moment de sortie de prison peut être un moment de désorganisation. Donc, c'est un moment critique parce que oui, le milieu carcéral peut dissuader, mais il y en a qui s'y retrouvent aussi. Mesdames et messieurs, voilà. Notre dernier suspect X de la saison, John Wayne Gacy. J'ai eu une année en or avec vous. C'est un projet que j'ai adoré faire. Christian Page, merci 1000 fois d'avoir rendu ça possible. Ça a commencé avec une première rencontre, la concrétisation d'un rêve de Daniel de faire une chronique avec toi. Oui, on a fait ton rêve d'enfant et ensuite on a concrétisé un projet de True Crime. J'ai tripé à faire ça. Je veux vous remercier personnellement les deux. Et je vais souhaiter un bon été aussi aux auditeurs, à vous également. Et j'espère, parce que en date d'aujourd'hui, c'est encore inconnu à savoir si je reviens l'automne prochain pour une autre saison de Suspect X. Mais j'espère de pouvoir collaborer avec vous si c'est pas la saison prochaine, mais dans le futur. Ben, ça nous a fait plaisir, puis on se croise les doigts pour que tu sois encore avec nous à la reprise de cet automne. Mais en fait, c'est la reprise du mois d'août. Oui. On espère bien te retrouver avec nous. Vraiment, on est un trio qui a conçu un beau projet, je sais qu'il est apprécié, et c'est ce trio-là qui fait la force de Suspect X. Nous serons disponibles au www.radiox.com et sur Spotify également pour les épisodes précédents. Merci Christian, merci Daniel. Ça fait plaisir. Bon été. Merci. Bon été. Bon été à tous.